franceinter.com. Le pape et l'empereur faisant refondre peuples et royaumes pour en faire une Europe nouvelle. Dis-moi ce qu'on peut faire après Charlemagne. Victor Hugo, Hernani. « 2000 ans d'histoire. Le roi des Francs est déjà le souverain le plus puissant d'Europe lorsque le 25 décembre 800, le jour de Noël, il entre dans la basilique Saint-Pierre de Rome, accompagné des évêques et des comtes de son royaume et de ses fils Charles et Pépin. Il s'agenouille devant le pape Léon III qui pose sur sa tête un diadème en prononçant 3 fois ces mots, à Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. Puis le pape s'agenouille à son tour devant ce roi qu'il vient de proclamer successeur des Césars, le premier empereur en Occident depuis la chute de Rome, Charlemagne. Les livres nous racontent que l'Empire romain était païen. Désormais, les livres parleront du Saint-Empire romain. Pacte de Kiersey. La cité des hommes, la cité de Dieu, tous les chrétiens d'Occident. Unis dans un nouvel empire. Georges Minois, bonjour. Bonjour. C'était le 25 décembre 800, le moment le plus connu du règne de Charlemagne, auquel vous venez de consacrer un gros livre à la mesure du personnage que vous comparez même à Alexandre, César et Napoléon, et qui a déjà presque 60 ans, on l'oublie, quand il est couronné empereur par le pape Léon III. Ce qui est important peut-être, c'est ce qui a marqué sans doute ses contemporains, c'est qu'il est le premier empereur depuis, en tout cas en Occident, depuis la chute de Rome, plus de 3 siècles plus tôt. Oui, c'est ça. La chute de l'Empire romain d'Occident avait laissé un grand vide à l'ouest. Alors il restait un empereur. C'était l'empereur de Byzance, l'empereur romain d'Orient, qui se considérait comme le seul et unique successeur des empereurs romains. Mais à l'ouest, les royaumes barbares s'étaient partagés le territoire de ce qui était autrefois l'Empire romain d'Occident. Et pendant 250 ans, effectivement, un peu plus de 250 ans, il n'y a pas eu d'empereur à l'ouest. Et c'est donc ce qui fait l'importance de cet événement du 25 décembre 800. Alors à ce moment-là, Charlemagne n'est encore que roi des Francs. Il est successeur de Pépin de Bref, qui était son père dans ce qui ne s'appelait pas encore la France, mais alors qui, à la mort de Pépin de Bref, était l'équivalent, même plus grand encore que la France de l'époque. Il faut peut-être rappeler à l'époque à quoi ressemble ce qu'on appelait la Francie ou la Gaule de Pépin le Bref, Georges Minois. Alors c'était un territoire qui nous semble aujourd'hui un petit peu bizarre dans sa configuration parce que ça comprenait non seulement la France actuelle mais aussi le territoire actuel de la Belgique, des Pays-Bas, donc disons jusqu'au Rhin, jusqu'à l'est du Rhin à peu près, le territoire actuel de la Suisse, les frontières d'ailleurs étaient assez floues du côté de l'est de la Suisse et de la Bavière. Ça s'arrêtait donc à l'arc alpin. Et puis au sud, alors là, entre les Pyrénées et l'Èbre, il y a un territoire qui est très indécis, partagé entre les Arabes et les Francs, justement. Donc là, c'était un territoire qui faisait environ 1 200 000 km², ce qui est tout de même assez colossal. 2 fois la France d'aujourd'hui. Tout à fait, oui. Alors justement, c'est un royaume dont Charlemagne hérite avec son frère Carloman. Il se partage ce royaume lorsque meurt Pépin le Bref en 768 et dont Charlemagne devient le seul roi après la mort de son frère Carloman en 771. Le royaume des Francs souverains est réunifié et plus fort qu'avant. J'ai décidé de vous déléguer une partie de mes pouvoirs. Genoux à terre. Roland, donne-moi ton glaive, donne-moi de Durandal.
Gilbert, tu seras comte de Provence. Roger, comte de Bourgogne. Olivier, comte d'Aquitaine. Turpin, archevêque de Reims. Roger, comte de Picardie. Roland, comte de Bretagne. Vous garderez les frontières et vous ferez toute rébellion. Vous ferez savoir à vos sujets que désormais nous garantissons leur protection. Vous ferez respecter la loi et n'agirez que dans l'esprit de la loi, en toutes circonstances. Rassemblez vos hommes, sur le champ. Faites diligence, Roger. Et toi, Turpin, vous m'accompagnez à Pavie. Et c'était en 774, Charlemagne, à peine devenu roi des Francs, commence donc en Italie la première des campagnes qui, pendant près de 30 ans, allait lui permettre d'agrandir le royaume de son père avec ses compagnons, les comtes, une institution très importante pendant le règne de Charlemagne, mais qui existait déjà avant lui, Georges Minois. Oui, alors les comtes, ce sont des grands personnages. Il y en a environ, on estime environ 300 pour l'ensemble du territoire. Et ils dirigent chacun un territoire qui est grand comme à peu près un de nos départements actuels. Alors ils sont nommés donc par le souverain. Ils ont quasiment tous les pouvoirs dans la région dans laquelle ils résident, hein, la justice, la convocation de l'armée, l'ordre public, bien entendu, d'une façon générale, sont des très très puissants personnages. Si le règne de Charlemagne, enfin comme roi des Francs, a été essentiellement marqué par des conquêtes, la volonté d'étendre le royaume de son père bien au-delà des frontières justement de ce royaume, et ça suppose une armée qui était à l'époque, l'armée franque, une des plus puissantes d'Europe, Georges Minois. Oui, surtout grâce à son organisation, hein. C'est l'une des grandes forces de Charlemagne, c'est son esprit organisateur. C'est un homme qui, dans tous les domaines, a fait preuve d'un esprit rationnel, je dirais. Et alors, dans la convocation de l'armée, chaque année, au printemps, disons au mois de mai, il réunit des hommes qu'il convoque, qui viennent de toutes les parties du royaume, puis de l'Empire. Ça représente des effectifs qui peuvent aller, alors là, les historiens sont très, très... discutent beaucoup là-dessus. Les estimations vont de 10 000 à 40 000 hommes. Bon, disons 10 à 15 000 hommes, ça semble le plus vraisemblable. Chacun doit amener son propre équipement, des vivres pour 3 mois. Donc tout ça est très très soigneusement organisé. Et ça permet à Charlemagne, effectivement, qui a en face de lui des peuples qui sont souvent beaucoup moins bien organisés que les Francs. Ça a été le grand instrument de ces conquêtes, bien sûr. Alors conquêtes qui commencent, enfin qui vont être une succession interminable de campagnes pendant presque une trentaine d'années, toute l'époque où il a été roi des Francs, et qui commencent, on l'a entendu, d'abord en Italie contre les Lombards et à la demande du pape, Georges Minois. Oui, parce qu'au nord de l'Italie, il y avait ce peuple des Lombards qui revendiquait la possession en fait de l'Italie entière, ce qui inquiétait beaucoup le pape et aussi l'empereur de Byzance, qui se considérait lui comme le souverain de l'Italie. Donc il y avait pas mal de prétendants pour cette Italie. Et alors le pape, depuis d'ailleurs Charles Martel et Pépin le Bref, le pape avait pris l'habitude de faire appel au roi des Francs pour venir le protéger contre le roi des Lombards. Et c'est ce qui s'est passé en 774, donc. Charlemagne, à la demande du pape, il traverse par le col du Mont-Cenis, il arrive dans la vallée du Pô, il assiège Pavie, le siège a duré 1 an d'ailleurs, ça a été très difficile, et il détrône le roi des Lombards, il prend le titre, Didier, qu'il fait enfermer dans un monastère, et il prend pour lui le titre de roi des Lombards, il annexe donc le territoire, qui va jusqu'à l'Italie centrale, disons. Et je crois qu'il a confié au pape, parce qu'en fait il y a une grande complicité entre les deux, on le verra, enfin entre les papes qui se sont succédés du temps du règne de Charlemagne et Charlemagne, dont on a le sentiment qu'au fond il travaillait moins pour agrandir son royaume ou le royaume de son père
que pour essayer de convertir au fond les pays et les peuples qu'il attaquait, non? Oui. Est-ce que c'est un prétexte? Parce qu'on dit qu'il était extrêmement pieux, Georges Minois. Oui, oui, il était pieux, bon, je dirais comme pratiquement tout le monde à cette époque, mais ces conquêtes sont plutôt, ça peut sembler paradoxal, mais des conquêtes défensives. Lorsqu'il s'attaque au territoire voisin, c'est la plupart du temps, en fait, pour protéger ses propres frontières, parce que ce sont des gens turbulents, il y a les Saxons d'un côté, il y a les Arabes au sud, il y a les Bavarois, il y a les Avars, un peuple asiatique, et ces gens-là sont assez turbulents, ils font des razzias de temps en temps sur les territoires francs, et c'est plutôt, je dirais, pour consolider les marches de son empire qu'il a entrepris ces guerres. Vous avez évoqué les Arabes, ou plutôt les musulmans qui occupent l'Espagne. Alors parmi les campagnes de Charlemagne, évidemment, peut-être la plus connue, mais elle a été désastreuse, c'est la campagne qu'il mène en Espagne en 778 et qui va se terminer par un désastre, Georges Minois. Oui, alors la fameuse affaire de Roncevaux, qui a pris des proportions énormes à partir simplement du XIe siècle, lorsque des troubadours ont mis ça en vers et ils en ont fait une véritable épopée, la fameuse chanson de Roland, bien sûr. Alors, on n'est pas sûr exactement de l'importance réelle de l'événement. On ne sait même pas d'ailleurs précisément où ça s'est passé, parce qu'on a, la tradition a fixé ça au col de Roncevaux, mais on n'a jamais rien retrouvé archéologiquement au col de Roncevaux. Il semble que ce soit l'arrière-garde de l'armée qui se soit fait surprendre par les Basques. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que dans la chanson de Roland, ce sont les Sarrasins, c'est-à-dire les musulmans. Bien sûr. Mais on est 3 siècles après Charlemagne et on ne parle pas du rôle des Basques, puisque ce sont eux, effectivement. Oui, parce que quand la chanson de Roland a été écrite, on est en pleine période de croisade. Alors les grands ennemis, évidemment, ce sont les arabo-musulmans. Mais en réalité, ce sont les Basques qui ont fait cette attaque surprise, oui.